Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Vernaz, je suis fondateur et directeur de Redstone Consulting et également dans le comité de l'ASDPO. L'ASDPO, c'est l'association suisse des DPO, Data Protection Officer, ou délégués à la protection des données. C'est l'association suisse en fait qui regroupe tous les DPO de Suisse romande, en tout cas pour l'instant. Et notre vocation, c'est de promouvoir ce métier, de défendre nos intérêts, de défendre finalement les positions en termes de protection des données et avoir une voix auprès des autorités par rapport à ça. Donc on organise finalement des événements dans l'année auxquels nos membres sont conviés. On est passé sur du webinaire cette année avec le Covid. Et puis on organise également des groupes de travail, etc. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, www.asdpo.suisse. Alors, l'année 2020 a été une année pleine de bouleversements, pleine de changements. Bien évidemment, le Covid a apporté son lot de changements. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que grâce ou avec le Covid, toutes ces entreprises qui, pendant le confinement, ont dû se digitaliser à la vitesse grand V. On parle, en tout cas on lit sur certains articles, que les entreprises ont gagné entre 5 et 10 ans en matière de digitalisation, ce qui est énorme. Donc, toutes les entreprises qui ne faisaient pas de e-learning, toutes ces entreprises qui ne pouvaient pas travailler de la maison sont maintenant capables de le faire. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que pour arriver à ça, il y a eu pas mal de solutionnisme technologique. Alors, c'est quoi le solutionnisme? C'est typiquement, vous allez prendre la première solution qui vient pour répondre à un problème, solution technologique. Le mauvais côté, c'est que souvent, on va réfléchir à une solution technologique plutôt qu'à comment adresser, c'est quoi mon problème et comment est-ce que je peux l'adresser. Ensuite, on a vu que cette digitalisation forcée, quelque part, a exempte les entreprises de se poser des questions en termes de cybersécurité, en termes de protection des données. On a un peu perdu ce que j'appelle la confiance numérique. Et puis, le résultat de tout ça, c'est que finalement, ces entreprises-là se retrouvent maintenant à devoir se mettre en conformité, régler des problèmes de sécurité qui ont eu lieu à cause de cette digitalisation. Et donc, on se retrouve face à des problématiques qui ont été générées par cette digitalisation forcée et rapide. Les autres éléments de 2020 qui ont été importants, en plus de cette digitalisation liée au Covid, ça a été l'évolution réglementaire globale. On a notamment le RGPD qui est maintenant actif depuis un peu plus de 2 ans. Donc les autorités, si on prend les rapports de la CNIL, les autorités disent voilà, il y a eu des dizaines de milliers de plaintes, des centaines de milliers d'appels à la CNIL. Les autorités ont déjà mis des centaines d'amendes. Donc il faut savoir que le RGPD en Europe, donc sur les 28 pays qui l'appliquent, plus les 3 pays de l'EEA, Liechtenstein, Islande et Norvège, ces 31 pays sont hyper actifs dans ce domaine-là. Alors certains pays comme la France avec la CNIL mettent plutôt peu d'amendes mais des grosses amendes. D'autres pays comme certains pays de l'Est ou l'Espagne mettent beaucoup de petites amendes. Les approches sont très différentes d'une autorité à l'autre. Néanmoins, on se rend compte que le niveau de maturité des entreprises en Europe a considérablement augmenté. Pour donner un exemple, il y a plus de 20 000 DPO qui ont été annoncés à la CNIL. C'est immense. D'accord? Donc le niveau global européen a énormément changé grâce au RGPD. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le RGPD, finalement, tous les pays ont essayé de se mettre à niveau. Hein. Le Brésil vient de promulguer, c'est tout récent, c'est de la semaine dernière, ça, LGPD, qui est son équivalent RGPD brésilien. Il y a le CCPA californien qui va protéger les consommateurs californiens. D'accord? Ce qui est une première aux États-Unis d'avoir une loi comme ça. Donc plein de pays sont en train de revoir leur loi. Et j'arrive donc au point de la Suisse. Donc la Suisse est en train de revoir également sa LPD, sa loi sur la protection des données. Alors c'est un débat récurrent depuis maintenant plus de 2 ans. D'abord ça a été extrêmement long en commission, et puis maintenant ça fait déjà 2 ou 3 fois que pendant les sessions parlementaires, le national et le Conseil des États n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Conseil des États est en plein en train de débattre de la révision de la LPD. La mauvaise nouvelle, c'est que la semaine dernière, le Conseil national a conservé des divergences, notamment au niveau du profilage, la définition du profilage. Alors, le risque qu'on a là, c'est que le Conseil des États ne suive pas le national, donc que des divergences subsistent, et que ce soir, la LPD ne sera donc pas approuvée par le Parlement. Résultat des courses,
il y aura une autre séance de résolution des divergences probablement sur la session d'hiver parlementaire. Mais le risque qu'on a là, c'est que l'Europe avait déjà mis un carton jaune à la Suisse pour son adéquation en termes de protection des données. Donc le risque qu'on a, c'est que la Suisse perde son adéquation, ce qui serait catastrophique en termes d'échange de données. L'autre problème qu'on a, c'est que la Suisse souhaite ratifier la Convention 108 +. Donc la Convention 108, c'est un ancien traité qui a été revu pour être mis au niveau du RGPD, d'où le plus. Et la Suisse ne peut pas le ratifier tant que sa loi n'est pas en conformité. Donc on voit que la révision de la LPD a plein d'impacts et qu'il faut que le Parlement avance. Mais comme je le dis, à l'heure où j'enregistre, le Parlement est en train de débattre. L'autre grosse nouvelle qu'il y a eu cette année, c'est au niveau réglementaire, ça va être donc la fin du Privacy Shield. Donc vous vous souvenez du Safe Harbor qui était tombé dans l'affaire Max Schrems. Alors on a fait le Privacy Shield assez vite derrière, qui en fait est un mécanisme d'auto-évaluation, d'auto-enrollment des entreprises américaines qui souhaitent via le Privacy Shield, échanger des données avec les Européens. Je rappelle que les États-Unis n'ont pas d'adéquation en termes de protection des données. La seule adéquation partielle qu'il y avait, c'était pour les entreprises signataires du Privacy Shield. D'accord ? Mais comme les États-Unis n'ont pas d'organisme de contrôle comme la France à la CNIL, comme les autorités européennes se sont mises en place dans chaque pays, il y a eu une nouvelle attaque au niveau juridique, le cas Max Schrems 2, et la Cour européenne de justice a tranché, le Privacy Shield US-Europe est invalidé. Donc, on ne peut plus se baser sur le Privacy Shield pour échanger des données avec les USA. Il faudra utiliser par exemple les clauses contractuelles standards type de l'Europe. Voilà. Mais qui ont aussi une limite, puisque avec notamment tous ces éléments de surveillance qu'on a aux États-Unis, plus de 120 procédures ont déjà été engagées contre les clauses contractuelles, contre les entreprises qui utilisent les clauses contractuelles, parce que bien évidemment, une entreprise qui se fait surveiller au niveau américain ne respectera pas les clauses contractuelles. Donc affaire à suivre, parce que là on a un vrai problème d'échange de données avec les USA. Voilà. Et donc la position suisse, puisqu'il y a un Swiss Privacy Shield entre les États-Unis et la Suisse, la position du PFPDT, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, va dans le sens de l'Europe. Le préposé a mis à jour sa liste d'adéquation en retirant simplement les États-Unis. Donc les États-Unis ne sont plus en reconnaissance partielle, ne sont plus du tout dans la liste. Maintenant, le Privacy Shield Suisse-États-Unis est encore valide, puisqu'évidemment, il faudra qu'une cour de justice ou que les États-Unis l'invalident. Mais voilà, les États-Unis ne sont plus adéquats selon la Suisse. Donc plein de changements. On a eu des changements technologiques, des changements de gouvernance, des changements de méthode avec cette digitalisation incroyable et des changements réglementaires hyper importants. Donc c'est ça 2020. Alors, il faut noter aussi que 2020 et surtout avec le Covid, de nouveau, les risques cyber ont augmenté considérablement. Je ne compte même plus le nombre d'entreprises qui se sont fait attaquer par des ransomware pendant le Covid parce qu'ils avaient mis en place des solutions d'accès à distance mais qui n'étaient pas sécurisées. Alors forcément, les hackers s'en servent pour s'introduire dans l'entreprise. Et même récemment, ça date de la semaine dernière, on note que pour la première fois, à l'hôpital de Düsseldorf, un patient est mort à cause d'une attaque par ransomware à l'hôpital. L'hôpital était neutralisé et le patient n'a pas pu être transféré dans les temps et donc décédé. Donc c'est le premier mort en fait lié à une attaque cyber ransomware. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que le Covid a finalement donné l'opportunité aux hackers d'exploiter cette manne, sans se faisant passer pour des autorités sanitaires, des choses comme ça, soit en utilisant des failles qui n'existaient pas avant via cette digitalisation, et donc le risque cyber a considérablement augmenté pendant le Covid et depuis la fin du Covid, parce que forcément les entreprises étant occupées à refaire marcher leur business n'ont pas forcément le temps de sécuriser ce qui a été mis en place dans la hâte. Voilà. Donc le risque cyber est considérablement augmenté. Donc les impacts concrets pour les entreprises et les citoyens, je dirais qu'ils sont deux choses. Les entreprises, fatalement, ils se sont digitalisés à la vitesse grand V, maintenant il faut qu'ils rétropédalent. Il faut récupérer cette confiance numérique. Et pour récupérer la confiance numérique, ça va passer par l'étude de la cybersécurité, mise en place d'éléments pour protéger les infrastructures nouvelles et anciennes, d'accord, protection cybersécurité, il faut le prendre en compte. Et d'un point de vue réglementaire, évidemment que tout ce qui a été mis en place dans la hâte
n'a pas forcément respecté les règlements et lois en vigueur. Donc là, il faut rétro-pédaler de nouveau et se mettre en conformité. Ça veut dire s'assurer que l'entreprise, le sous-traitant qu'on utilise est lui-même conforme aux règlements en vigueur. Ça veut dire avoir les bonnes clauses contractuelles. Ça veut dire respecter les éléments de minimisation, de limitation de finalité. Si vous avez collecté des nouvelles données, ne pas les utiliser pour des choses qui n'étaient pas prévues, minimiser les données qu'on collecte, enfin tous les principes finalement fondamentaux de ces règlements, il faut les respecter. Donc voilà, donc l'impact pour les entreprises, ça va être finalement du rétropédalage, la mise en conformité et la sécurisation informatique. Ensuite, au niveau du citoyen, ce qu'on se rend compte, c'est que par ricochet, le citoyen s'est trouvé à devoir travailler de la maison, à devoir utiliser des choses qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et c'est un peu pareil. On se rend compte que finalement, on a ouvert un peu une boîte de Pandore et donné d'accès à plein de choses sans forcément réfléchir. Donc en tant que citoyen, je dirais, faites valoir vos droits. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés sur certaines applications ou si vos droits ne sont pas respectés ici et là, faites valoir vos droits. Faites valoir votre droit d'accès, votre devoir d'information, récoltez, demandez les informations que ces entreprises ont sur vous. Faites votre droit d'objection, vous pouvez vous opposer à un traitement de données, d'accord? Donc un citoyen, je dirais, il va falloir les informer. Il faut faire comme ils ont fait en Europe avec le RGPD, il faut que nos citoyens suisses montent en maturité pour qu'ils comprennent qu'il y a des règlements qui les protègent, des lois qui les protègent et que finalement ils utilisent simplement les droits qu'ils ont déjà. Alors, les solutions que je proposerais finalement pour régler toutes ces choses qui sont arrivées en 2020, ils sont multiples. Je dirais, alors pour ce qui est des entreprises, ce que je disais de rétro-pédaler, de regagner cette confiance numérique. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à mettre en œuvre. En termes de cybersécurité, c'est très simple. Vous avez des frameworks, des réglementations qui existent en cybersécurité qui vous permettent en fait finalement d'atteindre un niveau de maturité rapidement. Je vais en citer deux. Par exemple, le NIST américain, qui est un framework mondialement reconnu, utilisé par les plus grandes structures, qui vous permet de mettre des contrôles en place pour vous assurer que vous avez un niveau de maturité suffisant. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez également vous orienter vers un schéma ISO 27000. D'accord? Là, ISO 27000, c'est la norme de sécurité de ISO. Donc vous pouvez vous orienter vers une certification ou en tout cas tendre vers ISO 27000. Et quand vous faites ça, vous mettez quoi en place? Vous mettez un ISMS, un système de management de la sécurité de l'information. Donc tout simplement, ça veut dire quoi? Vous augmentez la maturité de votre entreprise en termes de gestion de la sécurité de l'information. Et surtout, vous le faites de manière itérative et récurrente. C'est un processus continu, ce n'est pas un one-shot. Donc ça, vous pouvez vous orienter sur des normes existantes. Il y a des spécialistes sur la place, faites appel à eux. Chacun son métier. Je comprends qu'il y a un restaurateur qui doit collecter plein de données personnelles aujourd'hui à cause du Covid. Ce n'est pas son métier de sécuriser ces données et de comprendre ce qu'il doit en faire. Bon, voilà, peut-être il est temps de regarder les bonnes pratiques, notamment regardez également sur vos organisations fêtières. Je prends l'exemple des restaurateurs. Gastro Suisse a émis des recommandations. La FER, la Fédération des entreprises romandes, émet plein de recommandations. Donc orientez-vous aussi auprès des organismes fêtiers. Donc voilà, en tant que mise à niveau cyber, je dirais qu'il faut monter en maturité, il faut faire des tests de pénétration, des audits pour s'assurer que ce qu'on a mis en place est sécurisé. D'accord? Un test de pénétration, si on va finalement prendre un hacker qui va tenter d'hacker notre système et s'il y arrive, il nous remontera les failles. Voilà. Et puis peut-être s'orienter vers une certification ou vers une norme existante. Ensuite, en termes réglementaires, très simple. De nouveau, est-ce que vous respectez les grands principes? Minimisation, limitation de finalité, responsabilité, transparence, sécurisation. Voilà, ce sont les grands principes de protection des données. Est-ce que vous les respectez? Est-ce que votre sous-traitant est conforme? D'accord? C'est des questions simples. Et de nouveau, si vous voulez avancer là-dedans, finalement, ces frameworks que je citais tout à l'heure ont tous été déclinés pour la privacy. NIST a le même framework pour la privacy. ISO a aussi sorti ses normes autour de la protection des données. Donc finalement, le travail que vous faites pour la cybersécurité, il est tout à fait portable pour la protection des données. Donc de nouveau, vous pouvez monter en maturité.
Encore une fois, beaucoup de littérature gratuite en ligne, que ce soit sur le site de la CNIL française pour des documents français, sur le site de l'ICO, qui est le régulateur anglais. Vous avez plein d'informations sur le site de la Fédération des entreprises romandes, etc. Donc ce que je veux dire par là, vous pouvez très facilement trouver de la bonne littérature en ligne. Attention, toutefois, en ligne on trouve tout et n'importe quoi, tout et son contraire, vous le savez très bien. Donc faites très attention quand même à aller sur des sites de valeur. La CNIL ne va pas dire des bêtises. Par contre, si vous googlez simplement certaines choses, parfois vous arriverez peut-être sur des informations erronées. Et puis si vous avez un doute, appelez un spécialiste. Sur ce qui est de la Suisse de manière générale, donc là on monte d'un niveau encore. Vous voyez, le problème de cette digitalisation forcée, de cette confiance numérique perdue, elle est liée surtout à une chose, c'est qu'on n'a pas d'indépendance numérique aujourd'hui en Suisse. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un réseau social, vous irez voir Facebook, vous irez voir TikTok, vous irez voir Instagram, mais vous n'avez pas de réseau social suisse. Vous avez besoin d'un stockage, vous allez aller voir Google, vous allez aller voir Microsoft, mais finalement, on manque en Suisse d'indépendance numérique. Il faut que la Suisse mette les moyens pour créer des acteurs suisses, que ce soit en termes de réseau social, en termes de stockage de données, etc. En gros, il nous faut des acteurs du digital suisse puissants qui nous permettent d'avoir cette indépendance et ne plus dépendre finalement de grands groupes internationaux qui font fi des lois, qui font fi des règlements et qui sont sous la surveillance de leur pays. Voilà. Donc pour moi, le mot de la fin, il est là. Il est, si un jour on veut gagner cette confiance numérique, si on veut gagner la bataille de la digitalisation, et il n'est pas normal qu'aujourd'hui des pays comme la Suède soient les Suisses du numérique, c'est quand même incroyable. Si on veut gagner cette bataille du numérique, ça va passer par une indépendance numérique. Voilà. Et donc l'indépendance numérique, c'est ce qui va redonner à nos citoyens cette confiance. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les grandes problématiques de 2020. Qu'est-ce que ça a causé et finalement les quelques pistes d'amélioration que j'aurais pu vous proposer aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et à tout bientôt.